Des policiers de l'Oregon aux États-Unis sont pris de court par une série de meurtres brutaux. Au premier coup d'œil, tous ces meurtres semblent n'avoir aucun lien entre eux. Mais à mesure que le nombre de victimes augmente, l'enquête dévoile peu à peu une horrible vérité. Une ville paisible de la Californie sert de toile de fond à un violent double homicide. Sans témoins ni indices importants, identifier un suspect devient un défi de taille pour les enquêteurs. Pour y arriver, ils devront être déterminés, ingénieux et avoir un peu de chance. Quand c'est un inconnu qui assassine, les indices deviennent la seule base de travail des enquêteurs. Les sciences judiciaires sont souvent leur seule chance de rendre justice aux victimes des visées mortelles de ces prédateurs. Hillsborough, dans l'Oregon, n'est qu'à 25 km de Portland. Pourtant, on se sent à des lieues des préoccupations des grandes villes. Quelques heures avant l'aube du 9 octobre 1992, les répartiteurs du service d'urgence de Hillsborough reçurent un appel. Un résident de Cornell Road avait entendu des coups de feu. Les policiers se rendirent immédiatement sur la scène. Une Volkswagen 1966 s'était garée sur un trottoir. La carrosserie était criblée de trous de projectiles. Il y avait des fragments de verre, un sac à main et des traces de sang sur le siège avant. On retrouva plus d'une dizaine de douilles de projectiles éparpillées au sol. Dans le coffre à gants, les agents trouvèrent les papiers d'immatriculation du véhicule. Il appartenait à une femme du nom de Martha Bryant. On trouva également son permis de conduire dans le sac à main. Martha Bryant, elle, avait disparu. Pendant que les policiers tentaient de reconstituer les événements, ils reçurent un appel des répartiteurs du poste de police. À environ 1 kilomètre de l'endroit où ils étaient, des témoins avaient aperçu le corps d'une femme gisant dans une mare de sang sur la route. Un policier se rendit sur les lieux. Des ambulanciers tentaient désespérément de lui sauver la vie. Il reconnut le visage qu'il avait aperçu plus tôt sur le permis de conduire. C'était Martha Bryant, la propriétaire de la Volkswagen. Elle avait été touchée par 2 projectiles. Les ambulanciers la conduisirent d'urgence à l'hôpital universitaire de Portland. Après s'être battue pendant quelques heures pour continuer à vivre, Martha Bryant, 41 ans, émit son dernier soupir. Plus tard dans la matinée, les autorités entrèrent en contact avec son mari. Ce dernier ne pouvait croire que quiconque ait pu lui vouloir du mal. Martha était sage-femme, c'était une personne dévouée. Il n'était pas rare qu'elle soit encore à l'hôpital en pleine nuit pour aider ses patientes à mettre leur enfant au monde. On ne lui connaissait aucun ennemi. Lors de l'autopsie, le médecin légiste constata qu'elle avait été violée. Un de ses poumons était perforé d'une balle de 9 mm. Mais c'était un projectile de calibre 22 à la tempe droite qui l'avait tuée.
On recueillit ces projectiles et on les envoya au laboratoire judiciaire. Les experts du laboratoire de l'État de l'Oregon fouillèrent la Volkswagen à la recherche d'indices supplémentaires. En analysant la trajectoire des projectiles, on s'aperçut que Martha avait conduit son auto sous une véritable volée de projectiles. Il n'y avait pas moins de 17 trous de projectiles dans la carrosserie de sa voiture. L'attaque provenait de 2 points différents. De l'arrière du véhicule, à droite, et juste à l'extérieur, près de la portière droite. Cela ressemblait à une embuscade. Quelqu'un était résolu à l'éliminer. Les experts comparèrent ensuite les projectiles recueillis dans le véhicule à ceux qui avaient tué la victime. Ils étaient identiques. Les marques sur les projectiles indiquaient que l'arme utilisée était sans doute un pistolet Browning de 9 mm. Les experts confirmèrent également que le coup fatal à la tête de la victime provenait d'une arme différente, cette fois-ci un pistolet de calibre 22. Cela pouvait signifier qu'il y avait 2 tireurs. Sans mobile du crime ni suspect, les policiers de Hillsborough étaient pessimistes quant à l'issue de cette enquête. On demanda au détective Michael O'Connell du service de police voisin de Washington County de prêter main forte aux enquêteurs. La nature violente de ce crime et le fait qu'il n'y avait aucun mobile apparent, c'était très particulier. Ça ne ressemblait à aucun des crimes sur lesquels on avait déjà travaillé ici et dans toute la région métropolitaine de Portland. La nouvelle du meurtre de Martha Bryant secoua la population. Le public donna de nombreuses pistes aux policiers, mais aucune d'elles ne menait quelque part. 2 mois après la fusillade, l'enquête de Martha Bryant cessa de progresser. Le détective O'Connell refusait d'abandonner avant d'avoir résolu ce meurtre insensé. Il était persuadé que l'homicide de Martha Bryant avait été commis au hasard. Il examina le dossier d'un autre cas demeuré sans solution sur lequel il avait travaillé l'année précédente. Là aussi, la victime avait, semblait-il, été tuée au hasard par un inconnu. O'Connell se mit à la recherche de points communs entre les 2 cas. Le 19 avril 1991, on avait dépêché des détectives de Washington County chez une femme de Hillsborough. Les détectives y avaient trouvé le corps de Margaret Schmidt, 62 ans. Elle avait été violée, étranglée, puis étouffée avec un oreiller. Le seul indice trouvé sur la scène se trouvait par terre dans de la poudre de talc. Il s'agissait de l'empreinte de la semelle d'une chaussure de course de marque Reebok et de pointure 8,5. Après avoir réexaminé le dossier, O'Connell en conclut qu'il n'y avait aucun lien solide entre les 2 affaires. Le mode d'opération était complètement différent. La seule ressemblance entre le meurtre de Martha Bryant et celui de Margaret Schmidt était qu'elles avaient toutes 2 été victimes de meurtres gratuits. 2 mois après le meurtre de Martha Bryant, un camionneur remarqua quelque chose d'étrange au bord de la route. En s'approchant, il constata qu'il s'agissait du cadavre d'une jeune femme. Il appela immédiatement le service de police de Washington County. Le détective Scott Ryan répondit à l'appel. Nous ne disposions pas à ce stade de l'enquête d'informations particulières.
Les gens sur la scène ignoraient si elle avait été frappée par un chauffard ou si son corps avait été abandonné là. En arrivant sur les lieux, les policiers découvrirent qu'on avait tiré à bout portant sous le menton de la victime. L'arme utilisée était un pistolet de calibre 22. Elle avait été sévèrement battue et violée. Ils introduisirent ces empreintes digitales dans la base de données de la police. La chance leur sourit. La victime avait commis un délit mineur quelques années plus tôt. Elle s'appelait Chanty Woodman. Elle avait 23 ans et vivait à Portland. Les détectives interrogèrent ses amis, mais aucun d'eux ne fournit d'informations utiles. Chanty était une personne indépendante d'esprit et toutes les personnes interrogées à son sujet semblaient l'apprécier. Tout comme les meurtres de Margaret Schmidt et de Martha Bryant, celui de Chanty Woodman risquait de ne jamais être élucidé. Pour tenter d'endiguer cette série de meurtres sordides, les autorités de Washington County créèrent une escouade spéciale composée de policiers des divers services de police du secteur. L'âge varié des victimes et la façon dont les meurtres avaient été perpétrés laissaient croire qu'il n'y avait aucun lien entre les cas. On avait bien utilisé un pistolet de calibre 22 dans 2 d'entre eux, mais les experts du laboratoire balistique avaient découvert qu'il s'agissait de 2 armes différentes. Au cours des mois qui suivirent, les policiers remontèrent des centaines de pistes pour chacun des 3 meurtres. Malgré leurs efforts, l'enquête ne progressait guère. Puis, il y eut d'autres meurtres. La paisible ville de Hillsborough semblait tout à coup être devenue le théâtre d'une vague de crimes violents. Alors que les policiers de Hillsborough étaient confrontés à de nombreux cas d'homicides qu'ils n'arrivaient pas à élucider, on signala de nouvelles agressions. 2 dames avaient été attaquées dans leurs maisons respectives. Les policiers interrogèrent l'une des victimes qui se remettait de son agression à l'hôpital. Un homme était venu chez elle et lui avait demandé la permission d'utiliser son téléphone. Une fois à l'intérieur, il l'attaqua. Heureusement, la dame parvint à activer son système d'alarme à l'aide d'un pendentif spécial. Pris de panique, l'homme s'enfuit. La victime était persuadée que son agresseur était un homme qui avait déjà vécu dans son immeuble. Il s'agissait de Cesar Barone, 30 ans. La victime de l'autre attaque identifia également Barone comme étant son agresseur. Les policiers obtinrent un mandat d'arrestation. Ils retrouvèrent rapidement la trace de Barone dans un bar du quartier. Il fut mis en détention provisoire. Cette fois-ci, contrairement au meurtre de Margaret Schmidt, de Martha Bryant et de Chanty Woodman, il semblait bien aux enquêteurs que cette nouvelle série d'actes violents serait réglée rapidement. Lors de la réunion hebdomadaire de l'escouade spéciale, le détective O'Connell prit connaissance de l'affaire Barone et des détails entourant les agressions. Nous avons échafaudé des hypothèses. Était-il possible qu'il ait tué Margaret Schmidt? Les victimes qui avaient survécu à son assaut avaient à peu près le même âge et de plus, l'une d'entre elles vivait à seulement un pâté de maison de chez Margaret. Cela pouvait être une piste intéressante. Les détectives se rendirent à la prison pour interroger Barone. Ce dernier déclara qu'il ignorait tout de Margaret Schmidt et il nia être impliqué dans les agressions des 2 autres dames. Mais comme il avait été formellement identifié, les détectives étaient persuadés qu'il mentait. Ils lui demandèrent ensuite s'il possédait une arme à feu.
À leur étonnement, il admit qu'il en possédait bien quelques-unes, notamment un pistolet semi-automatique Browning de calibre 9 mm. Les enquêteurs étaient à la recherche d'une arme correspondant à cette description dans l'affaire entourant le meurtre de la sage-femme Martha Bryant. En soupçonnant Baroni d'être impliqué dans le meurtre de Margaret Schmidt, les enquêteurs avaient-ils mis au jour un lien quelconque avec un autre cas de meurtre non résolu? Ils obtinrent un mandat pour fouiller la maison où ils vivaient avec un ami. Ils se mirent à la recherche d'indices. L'homme qui vivait avec Baroni leur indiqua où se trouvait le pistolet semi-automatique Browning. Nous l'avons envoyé au laboratoire pour des analyses balistiques et aussi pour que l'on compare les résultats aux indices recueillis dans l'affaire Bryant. À ce moment-là, nous n'agissions que par intuition, car rien n'indiquait qu'il l'avait tué. Dans la chambre à coucher du suspect, ils trouvèrent un indice qui pouvait se révéler précieux. Une paire de chaussures Reebok. La même marque que celle de l'empreinte laissée sur la scène du crime de Margaret Schmidt. Au laboratoire, les experts examinèrent ces chaussures. On établit qu'il s'agissait bien de chaussures de course Reebok, modèle ERS, et de pointure 8,5. Les analystes superposèrent l'une d'elles à l'empreinte prélevée dans la maison de Margaret Schmidt. Les caractéristiques uniques de la semelle de la chaussure de Baroni se retrouvaient sur l'empreinte de la scène du crime. Cela prouvait donc que c'était lui qui l'avait laissée là. Les détectives s'étaient peut-être retrouvés sur la piste d'un tueur en série sans le savoir. Ils firent examiner l'arme trouvée chez Baroni. Peut-être avait-elle servi dans le meurtre de Martha Bryant. L'expert en balistique Chris Johnson effectua des tirs d'essai avec le Browning 9 mm dans un réservoir d'eau. Puis, sous un stéréoscope, il compara les projectiles à ceux recueillis dans le poumon de Martha Bryant et dans sa Volkswagen. Il appela ensuite le détective O'Connell pour lui communiquer les résultats de ses analyses. Chris Johnson a effectué le tir d'essai du pistolet Browning de calibre 9 mm et a conclu que seule cette arme pouvait avoir tiré les projectiles trouvés dans la Volkswagen. De plus, aucune autre arme au monde n'avait pu éjecter les douilles trouvées sur Cornell Road. Notre preuve était formelle. Cet indice était très incriminant, mais il ne prouvait pas que Baroni avait tiré le coup fatal, puisque celui-ci provenait d'une arme différente, un pistolet de calibre 22. En se mettant à la recherche de cette arme, les policiers obtinrent de l'aide d'une source inattendue. Le compagnon de cellule de Baroni l'avait entendu se vanter d'avoir tué Martha Bryant. Baroni disait qu'il avait fait feu seul. Il avait utilisé le 9 mm pour tirer sur la voiture de la victime, puis il avait pris son pistolet de calibre 22 pour tirer le projectile qui l'avait tué. Et ce n'était pas tout. Baroni s'était également vanté d'avoir commis un autre meurtre avec un complice quelques mois plus tôt. Ce meurtre n'avait pas été résolu. Les détails entourant cet homicide étaient déjà familiers aux enquêteurs. Le détective Scott Ryan lut la déposition du compagnon de cellule du suspect. Baroni a décrit à son compagnon le cas d'une femme qu'il a fait monter à bord de son auto à Portland.
Ils ont pris la direction ouest. Il l'a violée, puis assassinée. Un seul cas pouvait correspondre à cette description, celui du meurtre de Chanty Elise Woodman. On retraça le complice de Barony dans une prison de la région où il purgeait une peine pour une autre affaire. Leonard Darcel et Barony avaient rencontré Chanty Woodman dans un bar de Portland le soir précédant sa mort. Ils étaient parvenus à l'attirer dans la voiture de Barony. Une fois à l'intérieur, ce dernier la viola. Puis, ils se rendirent dans un endroit isolé. Darcel déclara qu'il avait supplié Barony de l'épargner et de la déposer au bord de la route. Mais Barony n'en fit qu'à sa tête. Il la tua avec son pistolet de calibre 22. L'enquête progressait à un bon rythme, mais encore fallait-il retrouver les armes utilisées pour tuer Martha Bryant et Chanty Woodman. Au fil des interrogatoires des connaissances de Barony, les policiers apprirent qu'il cachait des armes un peu partout. De nombreux examis de cœur les gardaient pour lui. Les policiers retracèrent et recueillirent plusieurs de ces armes, notamment quelques revolvers de calibre 22. Ils les envoyèrent à Chris Johnson au laboratoire judiciaire de l'Oregon. Avant de procéder aux habituels tirs d'essai, Johnson nettoya le canon d'une arme dont la description correspondait à celle qui avait tué Martha Bryant. La blessure de Martha Bryant avait été faite à bout portant. Dans ces cas-là, il y a toujours des éclaboussures de sang caractéristiques. Nous avons pris des échantillons à l'extérieur, puis à l'intérieur du canon, pour voir s'il y avait du sang. Nous en avons trouvé. L'analyse de l'ADN indiquait que le sang trouvé sur l'arme était le même que celui de la victime prélevé lors de l'autopsie. Cette preuve démontrait hors de tout doute que l'arme de Barony avait bien tué Martha Bryant. Les experts du laboratoire balistique purent également prouver qu'une autre arme de calibre 22 de Barony avait servi à tuer Chanty Woodman. Au bout du compte, les autorités policières de l'Oregon avaient démontré la culpabilité de Cesar Barony dans 3 meurtres. Les détectives se rendirent à la prison de Washington County pour présenter à Cesar Barony les chefs d'accusation qui pesaient contre lui, les meurtres de Margaret Schmidt, de Martha Bryant et de Chanty Woodman, ainsi que l'agression de 2 autres dames. À partir des indices recueillis, les policiers étaient d'avis que Barony rôdait toujours dans le même quartier, à la recherche de femmes vulnérables qu'il pouvait facilement enlever, agresser sexuellement et tuer. Il s'en prenait principalement aux femmes d'un certain âge, mais quiconque croisait son chemin pouvait devenir sa proie. Cesar Barony comparut devant les tribunaux pour les meurtres de Martha Bryant, Chanty Woodman et Margaret Schmidt. Il fut condamné 3 fois à la peine de mort. Pour son implication dans l'enlèvement et le meurtre de Chanty Woodman, Leonard Darcel a été condamné à 20 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. Le tueur en série, Cesar Barony, attendait que ses victimes soient seules avant de les attaquer. D'autres meurtriers passent à l'action dès que l'occasion se présente à eux. Atascadero est une charmante petite ville nichée au pied des collines près des côtes de la Californie. Mais un seul coup de feu allait faire voler en éclats le calme de cette ville.
Le 5 février 1987, à l'aube, des policiers et des ambulanciers furent envoyés à un immeuble. Ils y découvrirent le corps d'une jeune femme gisant sur le trottoir. Elle avait été touchée d'un unique projectile à la tempe gauche. Des membres de l'équipe de secours retirèrent de sa bouche le bas nylon qui lui avait servi de bâillon. Les experts se déployèrent en éventail pour fouiller les environs. Des policiers interrogèrent les résidents des appartements. On put ainsi identifier la victime. Elle s'appelait Lori Rainwater. Elle avait 22 ans. Les voisins étaient sortis rapidement en entendant des cris suivis de 3 coups de feu. À cause de la brume, cependant, ils avaient eu de la difficulté à voir ce qui était arrivé. Ils n'avaient aucune idée de l'identité du meurtrier. Pendant que la recherche d'indices se poursuivait, les policiers découvrirent une seconde victime derrière l'immeuble. L'homme était mort, touché d'un projectile à la poitrine, ainsi que d'un autre projectile tiré à bout portant à la nuque. Comme la première victime, on l'avait bâillonné avec un bas nylon. Les voisins l'identifièrent. C'était le mari de Lori, John Rainwater, 25 ans. Les policiers se rendirent à l'appartement du couple qui était la proie des flammes. Après que l'incendie d'origine criminelle ait été éteint, on commença l'examen de la scène. Des éclaboussures de sang un peu partout laissaient croire que l'attaque avait été brutale. Il n'y avait aucune empreinte digitale. Apparemment, le couple avait été ligoté. À preuve les quelques mètres de ruban adhésif que les policiers recueillirent. On trouva également des moufles de fortune, faites de chaussettes entourées de rubans adhésifs. On les avait sans doute fabriquées pour empêcher les victimes de défaire leurs liens. Au cours des fouilles, les policiers remarquèrent 2 pots vides sur la table. Tous les objets recueillis furent envoyés au laboratoire pour être examinés. Le médecin légiste qui pratiqua l'autopsie des victimes constata qu'elles avaient subi de profondes lacérations infligées par un objet contondant. Certaines traces indiquaient qu'elles avaient été agressées sexuellement. Mais ce qui avait provoqué la mort de John et de Lori Rainwater, c'était un coup de feu à la tête provenant d'un revolver de calibre 38. On recueillit les projectiles pour les envoyer au laboratoire judiciaire du ministère de la Justice de la Californie. Pendant que les experts se mettaient à l'examen des indices, l'enquêteur Bill Hanley, du bureau du procureur de San Luis Obispo, chercha des pistes. Sans témoins, elles étaient plutôt rares. Les meurtres ont eu lieu vers 6 heures. C'était un matin très sombre et brumeux, et les témoins n'ont pas pu vraiment voir ce qui se produisait. Les enquêteurs se tournèrent vers les familles des victimes dans l'espoir d'obtenir des informations. Madame Martinez, la mère de Lori, ne pouvait concevoir que quelqu'un ait pu en vouloir à la vie de Lori et John. Ce couple sans histoire était heureux et très croyant. John et Lori avaient plusieurs emplois, notamment l'entretien de l'immeuble où ils vivaient. Ils surveillaient toutes leurs dépenses et avaient amassé assez d'argent pour déménager dans un appartement plus grand. Ils comptaient avoir des enfants.
Madame Martinez déclara que sa fille gardait leurs économies dans des pots de verre. Les enquêteurs en déduisirent que c'était sans doute les pots qu'ils avaient trouvés vides. Le mobile de ces meurtres sauvages était donc peut-être l'argent. Les enquêteurs espéraient que les indices recueillis sur place leur permettraient d'en savoir davantage. Marty Collins, expert en dactyloscopie, examina le ruban adhésif ainsi que les pots qui avaient vraisemblablement contenu les économies des Rainwater. Il ne trouva aucune empreinte sur les pots. Il examina ensuite le ruban. Mais il avait été chiffonné et froissé. On peut réussir à remettre un ruban adhésif dans son état initial, mais une fois qu'il a été froissé, nos chances de trouver des empreintes digitales sont plus limitées. Les méthodes traditionnelles pour localiser et prélever les empreintes furent infructueuses. Il restait une autre technique à tenter, un procédé qui consiste à appliquer une teinture spéciale. Après l'avoir appliqué, Collins soumit le ruban à un éclairage laser. La teinture adhère aux empreintes latentes sur le ruban. Sous la lumière, il aperçut un petit bout d'une empreinte digitale. Cette découverte n'était pas vraiment encourageante, puisqu'il n'était pas possible de la comparer aux empreintes conservées dans la base de données. L'empreinte provenait de l'extrême pointe du doigt et non de la partie charnue sous le doigt qui sert d'habitude à la prise d'empreinte. Au cours des mois suivants, les policiers dressèrent une liste de suspects potentiels. Ils les convoquèrent ensuite pour les soumettre à un interrogatoire. Mais ils furent éliminés un à un suite à l'analyse dactyloscopique de leurs empreintes. Puis, le 29 avril 1987, 2 mois après les meurtres, les policiers reçurent un appel d'une femme qui croyait détenir des informations à propos du double homicide des Rainwater. Elle accepta de se rendre au poste pour répondre aux questions des policiers. Elle avait vu les Rainwater quelques jours avant leur meurtre. Elle était à la recherche d'un appartement avec son ami Dennis Dwayne Webb et les avait rencontrés à ce sujet. Les Rainwater percevaient les loyers pour le propriétaire, mais ils n'avaient pas la responsabilité de négocier les baux de location. Pendant qu'ils étaient chez eux, l'informatrice avait remarqué que son ami regardait avec insistance les pots remplis d'argent sur le comptoir de la cuisine. Pour les enquêteurs, cette histoire ne prouvait pas sa culpabilité. Mais ce n'était pas tout. Elle raconta qu'une semaine après leur rencontre avec les Rainwater, Dennis Webb et elle-même avaient été arrêtés au cours d'une descente pour une affaire de drogue. Les policiers recueillirent des drogues, de nombreuses armes, mais ils ne trouvèrent cependant pas le revolver de calibre 38 que possédait Webb. Le lendemain de la descente, elle fut remise en liberté sous caution. Peu de temps après, Webb l'appela de la prison où il était incarcéré. Il voulait lui parler du revolver 38 qu'il avait caché. L'informatrice qui avait suivi l'enquête entourant le double homicide dans les médias avait appris que John et Lori Rainwater avaient été tués avec une arme de ce calibre. Dennis Dwayne Webb avait insisté pour qu'elle démonte l'arme, qu'elle se rende jusqu'à la côte et jette l'arme dans la mer du haut d'une falaise. L'informatrice obéit à son ami.
Après avoir démonté l'arme, elle se rendit dans un secteur isolé sur la côte et elle la lança du haut d'une falaise d'une centaine de mètres. Après quelques mois sans piste sérieuse, les policiers disposaient enfin d'un suspect important pour les meurtres de John et Lori Rainwater. Mais pour consolider l'enquête, ils devaient retrouver l'arme du crime, ce qui était loin d'être évident à la simple vue de l'endroit. Honnêtement, quand je suis allé là et que j'ai vu où elle avait jeté l'arme, je me suis dit que nous avions peu de chances de la retrouver. Des membres de l'équipe de sauvetage du bureau du shérif de San Luis Obispo se rendirent à la falaise. Après l'examen des lieux, ils mirent au point un plan précis. Ils contre-vérifièrent tout leur équipement pour s'assurer qu'ils ne couraient aucun danger, puis ils se mirent au travail. Ils descendirent en rappel le long de la falaise et fouillèrent la plage pour retrouver l'arme qui avait vraisemblablement tué John et Lori Rainwater. Les enquêteurs d'Atascadero en Californie poursuivaient leurs recherches d'indices relativement au double homicide de John et Lori Rainwater quand ils eurent enfin un coup de chance. Une informatrice avait reconnu avoir jeté l'arme du crime du haut d'une falaise d'une centaine de mètres dans l'océan Pacifique suite aux instructions de son ami Dennis Dwayne Webb. Trouver l'arme exigerait de la chance. Les deux hommes de l'équipe de sauvetage descendirent lentement le long de la falaise. À cause des risques encourus, ils mirent près de 3 heures avant d'atteindre le bas de la falaise. Une fois sur place, ils se mirent à la recherche de l'arme. Une heure plus tard, ils n'avaient toujours rien trouvé. Puis, sous des amas de cailloux, ils remarquèrent enfin ce qui semblait être la carcasse d'un revolver Smith & Wesson de calibre 38. Il était endommagé, mais les policiers étaient enclins à croire que c'était l'arme du crime qu'ils cherchaient. Les deux hommes remontèrent le long de la falaise et remirent l'arme à l'enquêteur Hanley. Pour ce dernier, la valeur de cet indice était douteuse. En examinant ce revolver, j'ai constaté que l'intérieur du canon était complètement rouillé. Je ne croyais pas que le service balistique pourrait faire quelque chose de cette arme. Les policiers envoyèrent l'arme au laboratoire judiciaire de l'État où des experts la démontèrent. Ils la nettoyèrent, remirent les pièces en place et procédèrent à un tir d'essai. Ils comparèrent ensuite les projectiles à ceux qui avaient été recueillis sur les dépouilles de John et Lori Rainwater. Les sillons sur les projectiles créés lors de leur passage dans le canon de l'arme étaient identiques à certains endroits, mais pas partout. L'affaire allait bon train, même si les enquêteurs n'avaient pas encore prouvé que le suspect était l'auteur du double meurtre. Ils demandèrent de l'aide à leur informatrice. Ils souhaitaient qu'elle obtienne les aveux de Webb.
Ils lui demandèrent de porter un micro lors de sa prochaine rencontre avec lui en prison. Elle accepta de les aider, malgré les dangers que cela représentait. Je suis convaincu que ce qui motivait notre informatrice, c'était que justice soit rendue. À aucun moment au cours de l'enquête a-t-elle demandé qu'on fasse preuve d'indulgence par rapport à ses démêlés avec la loi ou demandé quelques récompenses monétaires. Elle voulait seulement que justice soit faite. Au cours de la conversation, Webb ne fit aucune mention des meurtres. Il était persuadé qu'en prison, toutes ces conversations étaient enregistrées. Quand l'informatrice lui dit qu'elle était inquiète parce qu'il était soupçonné du double homicide, il commença à parler en langage codé. Les policiers n'eurent aucun mal à décoder ses déclarations. Quand il voulait parler de l'arme que nous avions retrouvée sur la grève, il l'appelait le chat. Lorsqu'il parlait du fait qu'il avait tué quelqu'un, il disait qu'il avait fait exploser des raisins. C'est un peu le genre de code que nous avons dû déchiffrer. Webb assura son ami de ne pas s'inquiéter. En plus de se débarrasser de l'arme, il s'était assuré d'effacer toutes ses empreintes derrière lui. Les déclarations de Webb étaient certes incriminantes, mais ce n'étaient pas les aveux qu'espéraient les enquêteurs. Ils avaient toutefois suffisamment d'indices pour obtenir un mandat de perquisition de la voiture de Webb. Sous le siège du conducteur, ils trouvèrent un rouleau de ruban adhésif identique à celui trouvé dans l'appartement des victimes. Dans le coffre, il y avait encore le coupon de caisse émis lors de l'achat de ce ruban. Il était daté du 4 février 1987 à 20h37, quelques heures seulement avant le meurtre des Rainwater. Même si les policiers étaient convaincus que Webb était l'auteur de ces meurtres, ils devaient prouver sa présence sur la scène du crime. Comme l'empreinte trouvée sur le ruban était celle de l'extrémité d'un doigt, ils n'avaient pas pu la comparer à celle dont ils disposaient du suspect. Ils demandèrent à la Cour l'autorisation d'obtenir de nouvelles empreintes de Webb. Cette fois-ci, on prit également celle des extrémités de ses doigts. Marty Collins, du laboratoire judiciaire de la Californie, effectua l'analyse ultérieure. J'ai utilisé une loupe ultra puissante pour comparer les photographies de l'empreinte sur le ruban adhésif et celle de Dennis Webb. Une fois que j'ai identifié lequel des doigts avait laissé l'empreinte, j'ai trouvé un nombre suffisant de sillons caractéristiques pour compléter le travail d'identification. L'analyse prouvait que Dennis Dwayne Webb avait ligoté les victimes avec le ruban adhésif. Grâce à cette information, les enquêteurs purent le faire accuser des deux meurtres. Les policiers croient qu'après avoir aperçu l'argent des Rainwater, Dennis Dwayne Webb a mis au point son plan pour le leur voler. Quelques jours après les avoir rencontrés, il est entré de force dans l'appartement du couple. Il ne s'est toutefois pas contenté de les voler. Il a terrorisé et torturé John et Laurie pendant quelques heures. Le couple a réussi à prendre la fuite, mais Webb les a poursuivis et les a tués de sang-froid. Il a ensuite mis le feu à leur appartement pour détruire les indices de sa présence. Le 20 juin 1988, Dennis Dwayne Webb a été inculpé d'entrée par effraction, de vol et de double homicide. Webb a témoigné au cours du procès et pour la première fois, il a reconnu être responsable de la mort de John et Laurie Rainwater.
Après l'avoir entendu reconnaître sa culpabilité, le jury a condamné Dennis Dwayne Webb à mort. Les homicides les plus difficiles à résoudre sont ceux où les victimes ne connaissaient pas leur meurtrier. Heureusement, comme tous les criminels, les tueurs en série laissent aussi des indices derrière eux. Les enquêteurs n'ont plus qu'à se tourner vers les experts en criminalistique pour résoudre ces crimes et faire en sorte que justice soit rendue.